durant la Révolution tranquille. Pourquoi après tant d'avancées technologiques, par exemple, les femmes ont maintenant accès à plusieurs électroménagers qui leur simplifient la vie à la maison? Pourquoi, malgré tout ça, elles ne sont pas satisfaites? Oui, elles ont obtenu des droits, mais ce n'est pas suffisant pour s'accomplir. Pour savoir si la place des femmes change avec la Révolution tranquille, il faut regarder la période comme une période de prise de parole publique. Il y a plusieurs groupes qui vont se manifester avec éclat dans l'espace public. On peut penser aux étudiants qui ont plusieurs frustrations, donc les jeunes vont sortir massivement dans les rues. Il y a énormément de campagnes aussi à l'époque en faveur d'une meilleure représentation du français. On peut penser à la manifestation autour de McGill français à la fin des années 60. Il y a d'autres groupes qui vont émerger, notamment du côté américain, avec, éventuellement les personnes noires et éventuellement également les Autochtones. Et les femmes vont faire partie des groupes qui vont prendre la parole dans les années 60. C'est les années de la deuxième vague de féminisme. Et ça marque le monde occidental, pas seulement le Québec de la Révolution tranquille, puis si on veut étendre la Révolution tranquille aussi à d'autres espaces, mais éventuellement, les femmes au Québec et dans les régions canadiennes qui vont être touchées par la Révolution tranquille vont être inspirées par des mouvements internationaux, par la littérature aussi qui va se publier du côté de la France, du côté des États-Unis. On peut penser au début des années 60 au livre de Betty Friedan, de Féminine mystique, qui va vraiment faire parler énormément. Et là, la question, c'est pourquoi après tant d'avancées technologiques, par exemple, les femmes ont maintenant accès à des laveuses, ont maintenant accès à plusieurs électroménagers qui leur simplifient la vie à la maison. Pourquoi, malgré tout ça, elles ne sont pas satisfaites? Ce qui se passe, c'est que les femmes sont de plus en plus éduquées, qu'elles ont des ambitions aussi à elles, mais qu'elles sont bloquées de toutes parts. Oui, elles ont obtenu des droits, elles ont obtenu le droit de vote, mais ce n'est pas suffisant pour s'accomplir. Elles se rendent compte qu'elles ne s'accomplissent pas. Et donc, dans certains milieux privilégiés, on va commencer à vouloir renverser la chose. Et là, vers la fin des années 60, on en vient à questionner les structures. La structure de la famille, le mariage aussi qu'on remet en question. Est-ce que le mariage mène à l'exploitation des femmes? Les femmes sont à la maison, au foyer, leur travail est gratuit, leur travail permet à leur mari de vivre leur vie pleinement à l'extérieur du foyer, de s'accomplir, de s'épanouir, mais elles sont un peu enfermées dans certains stéréotypes et elles aspirent à mieux. Donc, les femmes vont envahir l'espace. Est-ce que, par contre, l'espace va se modeler rapidement aux aspirations de ces femmes? Et la réponse, c'est non. On peut regarder du côté, par exemple, de la représentation politique. Oui, il y a des gains, mais si on prend la période de la Révolution tranquille, de 1961 à 1973, il y a une seule députée femme à l'Assemblée législative, et c'est Claire Kirkland Casgrain. En 1973, il y a une élection et là, il y a une libérale qui rentre, c'est Liz Bacon, et encore une fois, elle est seule. La place des femmes en politique va demeurer relativement mince, malgré le fait que les femmes ont obtenu le droit de vote et qu'elles sont plus nombreuses à voter que les hommes. Il y a d'autres milieux aussi, le milieu de l'édition, donc il y a les femmes qui veulent faire connaître leurs idées. Ce sont des milieux qui sont majoritairement des boys clubs.
Donc, c'est difficile pour les femmes d'atteindre la diffusion de leurs idées. Il y a tous les stéréotypes. Mais on va aussi braquer les projecteurs sur ce qu'on appelle à l'époque la situation de la femme. En 1967, sur la scène fédérale, on met en place une commission d'enquête importante, la commission Bird, du nom de Florence Bird, une journaliste torontoise bilingue, qui s'intéresse à la situation de la femme. Et là, les femmes vont envoyer massivement des lettres, des mémoires, vont prendre la parole à cette commission et on va se rendre compte de leur insatisfaction, mais aussi des manques majeurs, notamment si elles veulent aller sur le marché du travail. Qu'est-ce qui se passe? Qui va s'occuper de leur enfant? Donc, on va recommander de mettre en place un système de garderie. On va faire plusieurs recommandations pour que les femmes puissent se sentir plus à l'aise aussi dans l'espace public, pour qu'elles puissent prendre leur place. Donc, il y a des changements, mais par contre, il reste quand même des obstacles à la place des femmes dans l'espace public pendant les années de la Révolution tranquille. Un des changements majeurs, ça va être sur le plan juridique, avec un projet de loi qui va être déposé justement par la seule élue femme à l'Assemblée législative, le projet de loi 16 sur le statut juridique de la femme mariée, qui va permettre aux femmes, à partir de ce moment-là, de gagner certains droits, notamment leur autonomie. L'autonomie d'exercer une profession qui leur appartient, l'autonomie de signer un bail aussi, notamment. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la première députée femme, Claire Kirkland-Casgrain, quand il a fallu qu'elle se loue un logement à Québec, près de l'Assemblée nationale, elle a dû demander à son mari de signer son bail parce que sa signature à elle ne pouvait pas compter. Donc, ça prenait un changement dans la loi pour que les femmes puissent gagner leur autonomie. La parole publique des femmes pendant la Révolution tranquille va se manifester de différentes manières. D'abord, elles sont insatisfaites pour la grande majorité de leur place dans cet espace public. Et on ne les accepte pas dans les lieux de prise de parole traditionnels. Donc, elles vont créer leurs propres espaces. Elles vont se rassembler, elles vont se créer des réseaux qui vont leur permettre de diffuser leurs idées, leurs aspirations. Elles vont se créer des revues pour que leurs idées, notamment féministes, puissent être diffusées au grand public. Elles vont se créer des organisations qui vont défendre leur place devant les responsables politiques, qui vont militer aussi en faveur d'une plus grande représentation des femmes dans certains milieux, qui vont militer aussi pour la transformation, le renversement des structures traditionnelles. Et il y a des organisations qui sont pan-canadiennes, notamment Voice of Women, Voix des femmes, donc une organisation qui naît au début des années 60, c'est canadien, où les femmes se rassemblent pour militer pour la paix dans le monde. Donc, au début, c'est un féminisme très maternaliste qu'on propose à Voice of Women. Mais tranquillement, au fil de la décennie, l'aile québécoise va jouer un rôle dans une certaine radicalisation du discours féministe à Voice of Women. Donc, on va s'intéresser à ce qui se passe au Québec, l'ébullition des mouvements sociaux, et les femmes québécoises vont vouloir faire connaître la situation du Québec à leurs homologues canadiennes, et Voice of Women va être un bon tremplin où on organise justement des clubs de lecture, où on a essaimé avec des antennes régionales dans toutes les parties du Canada et où ces antennes-là communiquent régulièrement entre elles. Et donc, on a des femmes qui vont commencer à écrire, notamment sur la situation du Québec, et qui vont profiter des réseaux de Voice of Women pour renseigner le reste du Canada de la situation des femmes. Je pense notamment à une femme qui va être très présente dans l'espace public dans les années 60. Avec plusieurs autres femmes, elle va se rendre au Parlement à Ottawa pour militer contre l'armement nucléaire. Et dans le train de retour à la maison, après la manifestation, elle va entrer en conversation avec une autrice canadienne-anglaise, Gwen Graham. Et là, elle va se rendre compte qu'elle vit dans des univers un peu séparés et qu'il devrait y avoir plus d'échanges entre les éléments francophones, les éléments anglophones du Canada. Et ça va donner lieu à une publication.
qui s'appelle Chers ennemis, où là, on converse sur ce qui nous rejoint, parce qu'on n'arrête pas de parler des différences et l'image des deux solitudes à l'époque est extrêmement présente et on dit ben, peut-être que ça prend des femmes là, pour briser puis rapprocher les éléments épars du Canada. Et Solange Chaput-Roland veut profiter aussi des réseaux de Voice of Women pour diffuser ses idées et ses publications qui vont suivre par la suite, qui renseignent sur le Québec de la Révolution tranquille. Donc, Solange Chaput-Roland, elle est fédéraliste, mais fédéraliste nationaliste, dans le sens qu'elle veut une réforme de la fédération pour que le Québec ait un statut particulier. Et donc, elle va commencer à militer pour ces réformes du fédéralisme et à faire connaître ses idées à travers le réseau de Voice of Women. Donc, les femmes s'organisent, les femmes s'entraident pour diffuser leurs idées. Pour ce qui est des obstacles à la prise de parole des femmes durant la Révolution tranquille, on peut noter la persistance de certains stéréotypes, notamment le fait que les femmes devraient rester au foyer et qu'on a une conception de ce qu'une femme doit faire en société et ne pas faire. Et certaines femmes qui vont percer l'espace public vont demeurer aussi avec cette image-là. C'est pour ça que plusieurs d'entre elles vont avoir la difficulté, notamment au début des années 60, à se dire féministes. Pourquoi? Mais parce que ça passe pas dans les milieux masculins. Le féminisme, c'est associé à l'extrême, c'est associé au radical, c'est associé à des caricatures de femmes qui se veulent libérer, mais on entre vraiment là dans des stéréotypes vraiment vilains. Donc, on veut s'émanciper de cette image de femme frustrée et offrir une image de femme sage, rangée, qui réfléchit, mais qui reste à sa place. Donc, les femmes se heurtent à ces obstacles-là d'image figée et c'est notamment abordé aussi dans la commission Byrd qui est mise en place en 1967, l'éducation aussi. Quelle image on transmet, quelle représentation on transmet sur les hommes, sur les femmes, sur la place des femmes, et on veut transformer le milieu de l'éducation pour essayer de freiner le fait que ces stéréotypes-là se répandent. Les femmes qui, elles, vont entrer en politique à l'époque aussi, vont trouver ça très pénible parce que souvent, elles sont réduites à leur physique. C'est rare qu'on va s'intéresser à leurs idées, notamment dans le milieu des médias, qui va contribuer à propager certains stéréotypes, la caricature aussi, et même les responsables politiques. Je pense ici à René Lévesque qui avait traité Solange Chaput-Roland de fédéraliste aux fesses serrées. Donc, c'est des commentaires machos qui vont freiner l'élan de certaines femmes et qui sont très présents. Les femmes et le nationalisme québécois n'ont pas toujours fait bon ménage pendant la Révolution tranquille. Les mouvements nationalistes étaient souvent des boys clubs. Si on pense par exemple aux revues nationalistes, la place des femmes à parti pris, elle est presque absente. La place des femmes dans l'Action nationale aussi, elle est très, très mince. Et souvent, les femmes dans ces revues-là sont cantonnées à certaines rubriques. Et c'est pas elles qui vont avoir la place de choix pour défendre des idées. Donc, la place des femmes et le nationalisme, c'est un sujet tendu. Le nationalisme est aussi construit sur certains stéréotypes assez machos. Donc, les femmes se sont créées des espaces à elles pour défendre leurs idéaux nationalistes. On peut penser notamment à la création du Front Libération des femmes qui vient répondre au Front Libération du Québec. À la fin de la décennie des années 60, le féminisme se radicalise, les femmes veulent transformer les rapports de force entre les genres, les femmes veulent revoir, faire éclater la structure familiale, les femmes veulent revoir aussi le partage du pouvoir et elles ne sentent pas que dans les organisations, dans les mouvements nationalistes, elles ont leur voix, elles ont leur place. D'où l'émergence de ce Front Libération des femmes qui va dire il n'y aura pas de libération du Québec sans libération des femmes. Donc, on ne peut pas exclure la libération des femmes de la libération du Québec. Et va
paraître aussi en 1971 le manifeste des femmes québécoises, qui est un peu une réponse aussi au manifeste du FLQ, qui est publié par les éditions L'Étincelle, et on reproche notamment au FLQ d'instrumentaliser les femmes dans des rôles subalternes. Notamment, c'est elles qui vont faire la vaisselle pour ceux qui militent sur le terrain, pour ceux qui défendent les idées. Et elle souhaite avoir des rôles d'avant-plan, des rôles de premier plan, et c'est là qu'elle se crée ces organisations, ces espaces. Elles vont se créer aussi des revues où elles vont pouvoir discuter de libération nationale et discuter aussi de libération des femmes, et créer ces espaces où elles deviennent des sujets politiques, où elles ne sont plus des objets, où elles ne sont plus vues à travers le prisme du regard masculin, mais où elles prennent le contrôle de leur destin, où elles s'affirment, où elles s'émancipent. La libération des femmes dans les années 60, c'est pas juste au Québec ou au Canada que ça se passe. Dans le monde occidental, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. On a du côté de la France quelqu'un comme Christine Delphi qui va publier L'ennemi principal, où là on est dans le féminisme marxiste, où on montre que il y a deux classes, la classe des hommes, la classe des femmes, et on veut un renversement de l'ordre de ces classes-là. Donc les mouvements féministes vont éclater, vont se radicaliser, et évidemment, ça va toucher le Québec de la Révolution tranquille, et ça va toucher aussi les discours qu'on va avoir sur la nation québécoise. Ça va alimenter un certain imaginaire, et le fait que les femmes se heurtent souvent à des portes closes dans les milieux nationalistes ou à certains préjugés sexistes vont les amener, oui, à faire en partie leur propre révolution, même si on les voit participer aux grands mouvements de société, notamment avec le rôle de Claire Kirkland-Casgrain, qui va jeter la structure du Conseil du statut de la femme pendant qu'elle va être députée à l'Assemblée législative dans les années 60, dans les années de la Révolution tranquille. Si on peut résumer la place des femmes pendant la Révolution tranquille, bien, tout n'a pas été transformé. Les structures patriarcales sont demeurées, mais les femmes se sont manifestées avec éclat, et on n'a pas eu le choix de prendre en considération cette parole-là qui voulait éclater. Donc, il y a la présence des femmes dans le milieu de l'éducation, il y a le statut juridique des femmes mariées qui a été transformé. On a commencé à réfléchir aussi au corps des femmes, l'appartenance du corps des femmes. Les femmes veulent avoir leur contrôle sur leur corps. Et c'est des grands sujets qui vont traverser la Révolution tranquille, des sujets qui ne sont pas propres au Québec, mais qui vont avoir une résonance aussi au cœur des grands projets menés pendant la Révolution tranquille, notamment le projet de démocratisation de l'éducation. Le rôle de Jeanne Lapointe, notamment à la commission parents, va être majeur. On l'oublie trop souvent, mais Jeanne Lapointe, à la commission parents, c'est une de celles qui a travaillé très fort sur le rapport final. Elle amenait des idées radicales, des idées en marge. Et Guy Rocher, qui était aussi commissaire, a mentionné par la suite qu'on lui devait énormément et qu'on avait oublié son apport. Donc, on a souvent effacé l'apport des femmes pendant les révolutions tranquilles, même si beaucoup d'historiennes ont travaillé pour donner vie à cette place-là. Il faut continuer à étudier aussi, puis à sortir des marges cette parole-là et les figures de femmes pendant la Révolution tranquille.